Enchanté, mon cher Gaël. Salut, ça va? Ça va et toi? Nickel. Écoute, merci de prendre le temps de discuter. On avait déjà fait un épisode sur le Setup Podcast. On avait parlé sport automobile, je me souviens. C'est ça. Là, un format un peu différent sur les liens fascia, iso-inertiel. Yes. Yes, parce que si l'halter, ça serait l'outil pour développer le muscle, l'iso-inertie, ça serait l'outil parfait pour développer le système myofascial, mais dans l'effort, parce que il y a plusieurs moyens de solliciter le fascia, et je trouve que dans l'effort, c'est un des moyens, si ce n'est le moyen le plus efficace de le travailler, et surtout qui fait vraiment le pont idéal entre l'activité physique et la préparation physique, quoi. Donc ça, c'est un chouette outil. Est-ce que déjà tu peux nous définir ce que c'est le fascia? Ouais, alors il y a plusieurs définitions pour rendre les choses assez concrètes et simples. C'est l'enveloppe qui va entourer nos nerfs, nos muscles, nos organes, même nos os. Et en fait, tout le corps, c'est vraiment un ensemble entremêlé de fascia qui porte un nom différent. Donc, le tendon est un fascia, le périoste est un fascia, le ligament est un fascia, la ponévrose est un fascia. Il y a du fascia autour et dans le muscle. Et en fait, tout ce lien, on va appeler ça, on va tout regrouper dans un seul mot qu'on va appeler fascia. Mais il y en a partout. Ok. Et pour l'instant, jusqu'à présent, quels outils ou qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer le fascia et surtout, c'est à quoi sert le fascia? Si tu veux, c'est quelque chose on ne peut pas passer à côté en fait. Donc, à partir du moment où il y a un mouvement, la séquence de contraction que le geste nécessite va mettre en action le fascia. Et les adhérences dans le fascia vont perturber le geste. Et les adhérences vont perturber, du coup, la motricité et légèrement la fonction du muscle. La fonction du muscle va être influencée par les adhérences qu'il y a autour. Et ça, derrière, ça va faire des gestes moins efficaces. Donc, si le geste est moins efficace, on perd de la performance. Donc, c'est important de traiter le fascia dans ce point de vue-là. Et après, on peut directement le traiter d'un point de vue performance parce que c'est une énergie aussi. Hein. C'est de l'énergie cinétique. Lorsqu'on bondit, lorsqu'on freine et qu'on redémarre tout de suite, ce qui correspond, je pense, à énormément de sports, largement la majorité. Pour moi, il y a les sports où il y en a le moins besoin, ce serait des sports vraiment linéaires. Mais j'ai envie de dire, et encore, parce que quand on voit les athlètes de haut niveau, leur système myofascial est excellent. Mais je pensais à des sports du type, pour le coup, à l'aviron, c'est quelque chose qui est très linéaire. Mais les meilleurs athlètes ont un excellent système myofascial. Cyclisme, c'est pareil, mais je me souviens d'avoir une vidéo de Peter Sagan et tu voyais son échauffement et c'était un mec ultra souple avec une cheville, c'était un véritable joystick. Donc, son préparateur, il n'a pas pu considérer sa performance sans prendre en compte le fascia. Mais c'est une énergie et c'est aussi un moyen de transmission de force. C'est une enveloppe qui va déterminer l'amplitude de mouvement, la mobilité. Et de ça, du coup, le revers de la médaille de ce truc-là, c'est la force, c'est l'intensité de contraction qu'on peut mettre derrière. Parce que si je pousse, on imagine je fais un développé couché parce que c'est assez simple, mais on imagine j'ai des grosses raideurs au niveau du grand pectoral, au niveau, je sais pas moi, du coude, etc., etc. Lorsque je pousse, forcément, avant de pouvoir faire la barre, mon propre frein, ça va être mon corps. C'est encore plus spectaculaire en haltérophilie ou en crossfit lorsqu'on fait des barres overhead. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal on ne voit pas, à tendre le coude, tout simplement parce que c'est pas un problème de coude, mais c'est un problème de tissu qui vont venir avoir une influence sur le coude. Donc, il y a la cause et la conséquence, c'est par le fascia que tu vas pouvoir traiter ce problème-là. Ouais, c'est comme quand tu fais un squat. Tu fais un squat normal, tu vas descendre, ou tu vas être stable. Tu fais le squat en levant les bras, mais sans charge, tu n'auras pas la même stabilité ou la même amplitude de mouvement. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Exactement, il se passe quelque chose, tout change. Ça d'ailleurs, c'est un test pour les personnes qui vous écoutent qui est très facile à réaliser. On fait un squat, les bras devant, ensuite on fait un squat, les mains derrière. Et
il y a de fortes à parier qu'il y a un peu moins de confort lorsqu'on a les mains derrière. Le squat du prisonnier, c'est un très bon test avec le overhead squat. Et comme tu dis, ça change tout le contexte. Ça, c'est intéressant en fascia. Parce qu'à partir du moment où tu as un mouvement, tu as un contexte. Mais si tu changes une partie du mouvement, donc ça peut être un appui, ça peut être une intention. Tu vas changer le contexte et tu vas changer la façon dont les adhérences et le tissu facial va se coordonner pour créer la séquence de contraction. Et donc, tu vas complètement bouleverser le geste. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont, alors si je reprends l'exemple du squat, très très fortes, squat bar, la barre derrière en low bar, donc barre derrière les omoplates. On se met un tout petit peu plus haut, allez, 10 cm plus haut en high bar, un peu plus haltérophilie. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire coordonner la triple flexion des membres inférieurs, plus le tronc, plus la position de tête. Et en fait, la personne est complètement perdue. Alors qu'en fait, on parle déjà de 2 squats nus qui sont différents. Et on parle de 10 cm de barre qui a évolué, quoi. C'est extrêmement intéressant de travailler le fascia pour envelopper un maximum de paramètres par rapport à l'activité. Ouais. Ouais, si on résume, le fascia, il a une influence dans la force, l'endurance, puisque on sait que déjà en termes d'énergie, il joue un rôle, la récupération, parce que ce qu'on fait en dehors, le sommeil, et etc. Même, j'allais dire, ce que tu vas assimiler ou faire pendant ta récupération, ça va te faire récupérer. La posture aussi. Ta gestion de la gravité. Ta gestion de la gravité qui est dépendante de ta posture et qui... donc la posture, pour les personnes qui écoutent, c'est tous les systèmes neurophysiologiques qui nous permettent de gérer la gravité. Donc ça va être les entrées sensorielles, mais pas que, parce qu'au final, la posture, ça se travaille dès le ventre de la maman. Il y a des copains qui parlent très très bien de ça chez Labo RNP, des réflexes archaïques. Et c'est tous ces systèmes qui vont déterminer l'organisation myofaciale. Et c'est l'organisation myofaciale qui, derrière, va donner un contexte à nos muscles. Exactement. Et après, du coup, ça va déboucher on est sur la statique, et après, on va initier le mouvement, et donc forcément, le fascia, il va jouer un rôle dans l'efficacité du mouvement, dans l'équilibre, la gestion de l'équilibre, dans la coordination, dans en fait, tout ce qu'on a besoin de faire pour s'adapter à l'environnement. Ouais, j'ai même envie de dire de la motricité. Parce que j'aime bien résumer les choses comme ça, parce que le corps, c'est tellement complexe qu'il faut surtout avancer principe après principe avec des choses simples et vraiment établies. Et le corps, il évolue toujours par survie. Survie, ou alors on dit les feignants. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que si j'ai une adhérence sur un endroit de mon corps, le corps va forcément, en situation d'intensité, choisir le moyen dans lequel il est le plus efficace, le plus fort, et donc ça va dévier la motricité. Donc, quand on prend les squats, c'est assez facile de coacher ça en crossfit, en squat, en haltérophilie, parce que, alors, j'ai commencé l'haltérophilie dans un club d'haltérophilie. Après, j'ai connu le crossfit, et c'est vrai que la différence que je faisais entre le club d'haltérophilie et les box de crossfit, c'est que dans l'haltérophilie, il y avait une véritable progression linéaire entre les charges. On sait qu'une personne qui fait, je dis une bêtise, 130 en jeté support, elle devrait prendre 150 en front squat, haute clavicule, et 170, 175, peut-être 180 en squat nuque. Et derrière, un soulevé de terre, pas trop haut, mais on va dire dans les 200. Et qu'est-ce qu'on voit avec le CrossFit, c'est qu'il y a une spécialisation de une tâche, mais derrière, comme il n'y a pas forcément les intentions de progression pour un mouvement précis, à savoir l'arracher et l'épaule jetée, parce qu'après tout, on peut avoir des WOD, un RM, overhead de squat. Donc, on va on va garder une spécialisation de l'overhead squat, et ça peut déséquilibrer les points forts, points faibles, et on va se spécialiser dans une tâche qui ne va pas forcément respecter l'équilibre myofacial. Donc, derrière, on va avoir une motricité extrêmement forte en, je vais dire une bêtise, en front squat, mais avec une énorme syphose dorsale,
et derrière le transfert, parce que si on fait du front squat, c'est quand même pour l'épaulé, et derrière un épaulé, bah, ça ne matche pas, parce que la trajectoire fait que on est un peu trop éloigné, et donc ce que le buste pourrait tolérer en termes de syphose ou de maintien thoracique, et ben c'est Ouais, trop. Et donc on va avoir des énormes déséquilibres, et c'est pour ça que le fascia, ça influence également la motricité. ouais. Du coup, jusqu'à présent, comment on a influencé ce fascia? Enfin, quels outils on avait pour justement le réorganiser ou le stimuler? Alors, euh, il y a toujours eu des choses. Maintenant, c'est un peu le principe des vases communicants. On n'a pas toujours coordonné tout ça. Et là, je trouve d'ailleurs, on est dans une période qui est assez fun parce que tout le monde commence à se parler. Je ne sais pas si c'est Expertise 360 Volcanic qui a fait tout ça, mais les ostéos commencent à discuter avec les préparateurs physiques, ils commencent à discuter un peu plus étroitement les trois avec les kinés, avec les dentistes, avec les médecins. Là, on commence à avoir un petit package assez fun. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, chacun avait et a toujours du coup un rôle à jouer dans le développement d'un équilibre ostéo-articulaire parfaitement sain, mais pas forcément aux mêmes étapes. Tu prends un préparateur physique, il, il va avoir du mal à avoir une action concrète et qui va durer dans le temps si le sportif n'est pas en bonne santé en amont. Le kiné, il va pas pouvoir travailler sur la réhab du sportif s'il ne prend pas en compte ce que l'ostéo pourrait faire, ainsi de suite. Et l'ostéo, c'est pareil. L'ostéo, c'est très bien qu'il manipule, mais il faut pouvoir remettre dans un contexte de mouvement tout ce que son travail a fait. Donc en fait, là, il y a toujours eu des moyens. Maintenant, on commence à tout centraliser, donc c'est cool. Maintenant, les principaux moyens, ça va être l'étirement, la proprioception, le rebond et le massage. Globalement, c'est ça. Oui, parce que oui, en fait, le fascia, si on le schématise, il y a 5 piliers, entre guillemets, enfin, 5 caractéristiques. Et en fait, c'est en allant dans ces caractéristiques-là qu'on va réussir à le réorganiser. Et tu prenais exactement le rebond, ben, ça va jouer sur ses propriétés mécaniques ou visco-élastiques. Exactement. Le massage, ça sera sur un aspect, par exemple, plus sensoriel, une Et, stimulation. et récupération, exactement. Ouais, voilà, ou Donc, des échanges biochimiques. Enfin, on va pouvoir aller exactement. chercher plein de choses derrière. On a aussi, qui est très intéressant, les techniques d'abrasion du fascia. Ouais. Avec le Fat Tool en France, on a la chance d'avoir Jérôme Siméon, qui l'utilise depuis très longtemps et qui offre une formation sur savoir comment l'utiliser. Mais sinon, on a des gars à l'étranger qui sont très bons aussi là-dedans. Et on voit ce que ça donne d'un point de vue résultat. Hein. À un moment Exactement. donné, Jérôme, je vois pas comment on peut contester. Ouais, c'est ça. Et après, là-dedans, on a quelque chose de nouveau où, en fait, toi comme moi, on utilise l'ISO inertiel. Et en Ouais. fait, on a constaté des choses et on s'est dit, ben en fait, ok, moi j'ai même ma boîte à outils, mais je me rends compte que quand je fais ça à l'ISO inertiel, ben mon fascia, il se passe ça. Et je sais pas, toi, ce que tu avais constaté. Alors, moi, ce que j'ai constaté, si on prend l'exemple même du squat, alors pour les personnes qui faudrait peut-être définir l'iso-inertie, ce que c'est comme énergie, mais comme outil de travail pour la préparation physique, mais c'est le principe du yo-yo en fait. Et donc toute l'énergie que je balance sur la partie concentrique, elle m'est renvoyée sur la partie excentrique. Mais si je cours, on imagine je fais une partie de football, je cours pour aller chercher le ballon, et puis en fait, j'arrive à atteindre le ballon, et puis au dernier moment, je me dis merde, il va sortir en touche, hop, 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 je prenne toute cette masse d'énergie qui arrive sur le ballon, qui arrive sur mes appuis, et pour me faire repartir, alors je prends cet exemple-là, ça peut être un cadrage débordement en rugby, etc., etc., c'est du musculaire et c'est du fascia. Et donc ça, il faut le travailler en spécifique. Et je fais une petite parenthèse là-dedans, c'est du musculaire, c'est du fascia, et c'est également du système nerveux. Ça va être très intéressant pour développer une certaine coordination euh, à la fois analytique et segmentaire, mais même globale. C'est très, très intéressant dans ces deux cas-là. Moi, ce que j'ai trouvé, donc pour reprendre sur un squat, donc on imagine quelqu'un qui fait un squat, qui descend de haut en bas, et il y a comme un yo-yo, donc un disque qui permet de... Alors,
il y a le disque ou il y a le cône que tu utilises, Gaël. Mais l'idée, c'est grosso modo, moi j'aime bien résumer les choses comme ça, simplement pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil. J'ai une barre à 100, et ben quand elle redescend, elle fait 130. Et quand je la remonte, elle refait 100. Donc, pour schématiser, c'est un peu ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en utilisant cet outil, c'est que ça m'a vraiment bouleversé dans le sens où le poids ou la résistance, ce n'est qu'un outil. Et en fait, on est aussi fort que son maillon le plus faible. C'est pour ça que l'iso-inertie, ça peut pas tricher. L'énergie qu'on emmagasine et qui repart, c'est la véritable énergie que je vais pouvoir réinvestir sur une situation d'intensité, qui est encore plus efficace, je trouve, que sur des squats. Et pourtant, j'adore les squats. Mais si je fais des squats avec une barre, je vais forcément avoir des petites compensations qui vont créer des fuites de force, qui vont créer un autre, comme un autre chemin de domino. On pourrait comparer ça comme ça. Mais je vais quand même pouvoir lever la barre par ce système de survie, parce que muscle après muscle, séquence après séquence, le corps, par mécanisme de survie, va prendre là où il est le plus efficace. Et ce système-là, il est complètement remis à plat à partir du moment où on fait de l'iso-inertie, parce que là, on se rend compte que même si j'ai un pied qui fait ça, même si j'ai un genou qui fait ça, il faut que je le renvoie quand même la force. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur cet aspect-là. Et là, c'est vraiment de la performance directe, je trouve. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois de planification. Je trouve que c'est de la force qui est tout de suite, ressentie. Ouais, c'est ça. Et ce que tu disais, c'est que en fait, la différence entre travailler contre l'inertie et travailler contre la gravité, c'est que une des choses qu'on a, c'est qu'on est en tension continue. La gravité, il y aura forcément un moment où tu sortiras du levier et ta courbe de force sera à 0. Alors que C'est ça. sur l'inertie, tu es tout le temps en tension continue. Et comme le fascia, c'est un réseau, en fait, Ouais. si tu es contre la gravité, il y a un moment donné que ton réseau, il arrivera à prendre un autre chemin et se compenser avec la tension 0. Et donc, en fait, ça marchera. Alors que la tension continue, ça va forcément t'obliger à prendre les routes les plus efficientes. Et surtout, ça va mettre en lumière les routes qui ne fonctionnent pas. Et c'est là où, en fait, on a une grosse différence. Et on a plein de machines sur le marché. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des machines aujourd'hui qui permettent, et tu disais, il y a différentes manières de l'utiliser. Mais aujourd'hui, l'iso-inertiel, c'est qu'on a des machines ce que tu disais, c'est que je mets 100 en poussée, j'ai 130 en descente. Tu vois? Mais aujourd'hui, Ouais. ça serait, tu vois, c'est moi, en fait, quand je me suis mis à développer l'iso-inertiel, je me suis dit, bah, attends, mais ça serait cool que je puisse choisir. Est-ce que je mets 100 en montée, mais est-ce que je veux 80 en descente ou est-ce que je veux 150 en montée, en descente? Tu vois? Et en fait, une des manières d'orienter le travail du fascia en fonction des priorités ou ce qu'on a envie et aussi de la capacité de l'athlète à. On parlait de planification, tu vois, qu'il soit capable de le faire parce que un athlète, il y a des jours où il a fait une séance de technique le matin, où il s'est blessé, donc il est en retour de blessure. Et en fait, c'est de pouvoir jongler avec ça. Et l'autre chose, c'est de se dire, j'ai des données en fait. Combien de temps mon athlète met à remonter ma barre? Mais combien de temps il met à atteindre le pic de puissance? Combien de temps il met à absorber le pic de puissance? Parce qu'on parle de pic de puissance et de vitesse, mais on parle tout le temps en concentrique, on ne parle pas en excentrique. Et l'intérêt, c'est d'avoir aussi ces ratios-là sur ta courbe d'inversion pour se dire, ok, il est capable de faire ça dans un régime, mais est-ce qu'il est capable de le faire dans un autre? Ça, on sait le faire, puisque on a des weight releasers, on a l'excentrique, on sait le travailler. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand je mets les deux ensemble, comme sur un terrain de foot? Et que, tu vois, ou comme Et là, ça te autre chose. Et tu vois, et c'est là où, en fait, c'est intéressant. Et c'est là où le fascia, en fait, il joue un rôle de facteur limitant. Pas souvent, le fascia, on dit, ouais, c'est accessoire. Non, non. En fait, là, c'est primordial. C'est que c'est le facteur limitant quasiment numéro 1 là-dedans. assez central. Et je trouve même ça comment dire, je trouve qu'on surestime le poids et la résistance. Je trouve que avoir un squat à 180, ça veut pas forcément dire que si derrière tu fais de la mêlée avec tes piliers, que ça va se transformer direct. C'est sûr, c'est intéressant.
mais c'est pas ça forcément que ça veut dire. Parce qu'il faut voir aussi, encore une fois, on parle du squat, mais avec une barre, c'est extrêmement sélectif. Il faut déjà que tu puisses avoir la mobilité d'épaule, de placer la barre, etc. Donc, c'est quelque chose qui, va déjà sélectionner la qualité du mouvement. Mais si ton squat n'est pas bon, mais que tu remontes 180 et que tu retiens 180 kg sur ta performance, ça ne veut pas forcément dire que derrière, tu vas être automatiquement plus fort. Parce qu'il y a quelque chose, exactement ce que tu disais, c'est que c'est vrai que c'est bien de lever beaucoup de poids, mais lever le poids sans intention de vitesse, et tu seras simplement plus lent en fait. Et la lenteur, c'est vraiment en préparation physique. Je connais pas de sport où être lent, peut-être les sports artistiques, ce qui serait autre chose, mais des sports de contact ou d'opposition, que ce soit du foot, que ce soit du judo, etc. À partir du moment où tu es le deuxième, où tu es derrière l'adversaire, c'est trop dur de s'en sortir. Donc la vitesse, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et c'est exactement ce que tu disais sur les courbes que l'on peut voir à l'iso-inertie. Ça, c'est un véritable complément. C'est même plus qu'un complément, c'est fondamental dans la préparation physique. Et en fait, aujourd'hui, on voit trop de gens, ils utilisent l'iso inertiel parce que c'est à la mode, mais en fait, ils savent pas l'utiliser. Enfin, t'as pas les courbes, donc si t'as pas les courbes, tu jettes une pièce au hasard et tu regardes où elle tombe. C'est une histoire de contexte aussi. C'est une histoire de contexte et d'intention. On pourrait faire la même chose avec une haltère ou avec un poids. Si tu n'as pas l'intention d'avoir telle coordination, tu vas passer à côté tu fais un mouvement pour faire un mouvement, en fait. Ouais. Et là, c'est dommage. Là, on en vient dans le second rôle de l'iso inertiel et de ce fascia, c'est que il va amener de la conscience liée à l'intention. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui aura du mal à mettre de l'intention. On a des techniques, on met des élastiques, on met des stimuli, tu sais, pour mettre des focus, etc. Tu vois, en haltéro, les barres, on va les faire partir à tel étage, ou tu vois, on va focuser des choses. Mais par contre, c'est qu'on sera toujours dans de l'isolé. Par contre, si on veut mettre une intention globale, là, l'iso inertiel, il prend du sens. Et on refait le lien, c'est que le fascia, c'est un organe sensoriel. Donc, du coup, ben, ça fait un lien énorme entre l'intention et la sensation. Ouais. La prise de conscience, elle va se développer grâce à ce travail-là. Parce que là, c'est vrai qu'on parlait beaucoup du squat à l'iso-inertie, mais on peut faire, moi j'adore faire de l'iso-inertie, mais segmentaire. Donc la roue, elle est beaucoup plus petite, mais ça nécessite beaucoup plus de prise de conscience, de fixer un membre et derrière de pouvoir bouger. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour la prévention des blessures, pour les ischios, le groupe des ischios, on peut mettre la trajectoire que l'on veut. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, complètement. Mais je pense que là, pour le coup, il faudra qu'on refasse un épisode justement sur fascia et prévention des blessures, tu vois, parce que je pense que là-dessus, on peut en parler encore pendant très longtemps. Ouais, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah écoute, donc en fait, si on résume, fascia, un organe sensoriel qui réagit au stress mécanique, qui réagit à la pression et qui influence la force, la vitesse, la récup, la libération biochimique avec tout ce qui part sur le émotionnel et les réactions comportementales aussi. Et les réactions inflammatoires, hein. Il y a plein de maladies qui sont auto-immunes, inflammatoires, où il y a des pistes de recherche sur le fascia qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Parce que là, pour les personnes qui écoutent et qui ont du mal à imaginer, il faut savoir que on est un ensemble de cellules et lorsqu'on frotte, il y a une mécanoconduction qui fait que la tension mécanique va venir faire par onde, va apporter des informations à la cellule et donc derrière, dans la cellule, son codage va être influencé par ça. Donc d'ailleurs, tout à l'heure quand je parlais de principes généraux, le mouvement, c'est le premier massage. Donc ça, si ça peut marquer les gens, pour le fascia et la santé, mais d'un point de vue biochimique, ça c'est intéressant. Ouais. Puis après, il y a le petit exo que tu as donné tout à l'heure. Faire un squat avec tension du corps et faire un squat sans tension du haut du corps. Et déjà, en fait, faites vos constats et je vais dire presque. Enfin, vous pouvez le poster en story ou nous l'envoyer, en fait, qu'on puisse vraiment Carrément. voir le truc. Mais
ça vaut le coup de voir justement les déficits ou du moins les différences. Et là-dessus, je pense que pendant le podcast, on a donné quelques pistes de travail. Je mets un petit pari qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de tomber en arrière. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, justement, l'objectif derrière, c'est de voir en fait comment, avec des petits exos simples qui parfois prennent juste 2 minutes, Oui. comment en fait on arrive à modifier ça. Et en fait, le fascia, c'est un organe qui est instantané. Il faut pas 2 mois pour le organiser. C'est pour que ça dure dans le temps, oui, mais par contre, pour le Ouais. transformer, ça, c'est Tu vois, c'est exact. Je suis complètement d'accord. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant. Et on en revient à ce qu'on disait sur le kiné, il faisait ça sur le fascia, le préparateur il faisait ça sur le fascia, etc. etc. Et pour moi, la phase qui permet de fixer un fascia, c'est le renforcement. Mais il faut le mériter. Il faut déjà que la tension mécanique soit exacte, il faut que la prise de conscience soit exacte, il faut que la motilité soit correcte. Et derrière, tu vas pouvoir bien renforcer dans la bonne trajectoire et ainsi fixer le fascia. C'est vrai que c'est important le renforcement, mais il faut pouvoir avoir une motilité exacte sur le muscle cible et sur toute la périphérie. Ouais, non, mais totalement, totalement. Écoute, vraiment intéressant. Je pense que si vous avez des questions ou des choses, des interrogations, ça fera le sujet d'un prochain épisode. N'hésitez pas à les envoyer à moi ou à Pierre-Yves. Pour te retrouver, c'est Myofit, c'est ça? Yes. Groupe Facebook d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés sur le fascia. Ouais, Myofit Méthode, je partage pas mal de ce que je fais avec les clients et parfois les athlètes. Parfait. Et moi, de mon côté, toujours pareil, setup performance. Et écoutez, au passage, on n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute des podcasts. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et écoutez, un petit mot pour conclure, Pierre-Yves. Hâte d'être au prochain. Et puis, ouais, pour conclure, typiquement sur le fascia, je pense que c'est vraiment le domaine qui va exploser dans les prochaines années. La posture, on y vient, la neurologie, on y vient. Et quand tu regardes bien, l'élément central, c'est le fascia. Donc, je pense que les préparateurs physiques, les kinés commencent à avoir de plus en plus de regard là-dessus. Donc, c'est cool. C'est cool. Ouais. Et moi, si je devais résumer, c'est que le fascia, il est jamais fixé. Il a des adaptations, mais il est tout le temps en mouvement et tout le temps mobile. Il a des limitations. Mais je veux dire, il faut pas perdre espoir. On arrive tout le temps à le restructurer, Ah même oui. qui part de très loin. Ouais, ouais. Tant qu'il n'y a pas de lésion, c'est OK, mais je pense qu'on a un public plutôt sportif qui écoute. Donc, il y a toujours. Après, il faut trouver la bonne clé. Ça, c'est intéressant. Exactement. Bon, encore merci pour l'échange. Merci à toi. Et Plaisir. on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Salut.